bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour à tous, Merci, bon, et toutes. merci Bénédicte d'avoir accepté d'être mon invité ce matin. La dernière de cette saison dans ces webinaires sur l'alliance entre le féminin et le masculin. Bonjour à vous qui vous êtes inscrits et inscrites ce matin à 8h30 aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent en direct sur YouTube, sur la chaîne de 7 et Associés. Donc, comme je le disais, nous poursuivons la série de webinaires sur le thème de l'alliance féminin-masculin. J'ai entamé ces webinaires il y a maintenant quelques semaines, d'abord avec Hélène Boulet-Suppot, ensuite avec Agnès Roquefort, puis Magali Laurent et il y a à peu près 3 semaines, Nathalie Mercier-Perrin. Alors, pour rappel, ces webinaires sont au service d'un processus de travail en groupe sur la dynamique du féminin et du masculin en soi que je vais proposer aux entreprises d'ici la rentrée de septembre. L'intention de ce processus est de promouvoir et de favoriser au sein des organisations le développement d'une plus grande alliance féminin-masculin, on pourrait dire d'un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans les situations professionnelles que nous rencontrons. En amont de cette proposition aux entreprises, et pour éprouver ce processus, je vais co-animer avec plusieurs consoeurs un groupe d'expérimentation avec 14 personnes. Il s'agira de 7 femmes et 7 hommes qui vont se réunir mensuellement, principalement en présentiel, avec certainement quelques petits temps aussi en ligne, pendant une durée de 6 à 7 mois. Ce groupe d'expérimentation va consister en des mises en situation et bien entendu des temps de parole et d'échange qui mettront en travail les participants sur leur propre expérience du féminin et du masculin en eux. Le but pour les personnes qui vont participer à ce groupe d'expérimentation, ce sera de développer leur conscience de cette dynamique personnelle pour favoriser à la fois un meilleur équilibre entre ces deux énergies dans leur vie intérieure, mais aussi dans leur vie relationnelle. On a vu à travers ces 5 webinaires que les témoignages recueillis et les paroles échangées montraient que ce thème est vraiment d'actualité et qu'il est très sensible et très important pour les femmes comme pour les hommes, et en particulier dans un contexte professionnel. Ces webinaires ont été, c'est leur intention première, une promotion valorisante de ce groupe d'expérimentation pour lequel nous sommes en train de recueillir les candidatures en vue de sa constitution définitive, probablement autour de mi-mai. Alors, si vous êtes intéressé par cette expérience du groupe d'expérimentation, je vous invite à remplir le questionnaire que vous trouverez au bout d'un lien que nous allons vous transmettre dans le chat Zoom là, maintenant, mais aussi sur celui de la chaîne YouTube, dans le cadre du live, du direct, qui est diffusé en ce moment même. Voilà. Alors, pour revenir à notre rendez-vous de ce matin, et avant de donner la parole à Bénédicte, qui est mon invitée aujourd'hui, je voudrais juste vous dire quelques mots pour me présenter à ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Fabrice Clément. Mon activité principale sur le plan professionnel, c'est le coaching de dirigeants et d'organisation. J'exerce ce métier qui est vraiment une vocation pour moi depuis à peu près 30 ans. Et je le fais depuis plus de 20 ans à partir de ma propre entreprise qui donc s'appelle 7 et Associés et qui a pour signature transformer les hommes, les organisations, le monde autour de soi. C'est donc au service de cette mission d'accoucher des transformations des hommes et des organisations et de contribuer à la transformation du monde autour de soi que j'ai développé depuis déjà 1 an et demi à peu près, une activité beaucoup plus soutenue sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Et vous êtes bien entendu les bienvenus sur toutes ces plateformes. Voilà. Pour en revenir au séminaire, au webinaire de ce matin, je précise qu'il y aura 2 grandes parties. C'était comme ça déjà pour les 4 premiers webinaires. La première sera essentiellement consacrée au témoignage de Bénédicte sur le thème, bien sûr, de l'alliance féminin et masculin, et à ses réponses aux questions que je vais lui poser. Et il y aura une deuxième partie, au bout de 40 minutes à peu près, qui sera l'occasion pour vous qui vous êtes inscrits de témoigner
à votre tour sur ce thème et ou de poser une question et d'avoir éventuellement ensemble des échanges. Voilà. Je me tourne vers toi, Bénédicte. Voilà, tu es mon invité du jour. Je me réjouis de t'accueillir. Je suis vraiment honoré que tu sois là. Tu vas bien entendu nous parler de ton parcours professionnel au début, mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire simplement en introduction de ce webinaire? Quoi que ce soit, voilà, ça sera bienvenu. Bah, juste, merci de m'inviter et puis, ravie de vous rencontrer. Voilà, ça va être, je pense un échange, à double sens, et je compte bien, apprendre aussi de vous, et puis là, je suis juste pour, échanger, oui, et que parce que mon expérience de ce sujet, pour lequel j'avoue ne pas avoir beaucoup, réfléchi, conceptualisé, mais qui m'intéresse. Donc, bah, l'idée, étant donné qu'on traite vraiment de quelque chose qui est majoritairement humain, c'est plutôt la spontanéité. Donc, du coup, on a bien entendu, comme je l'ai fait avec chacune des invités des webinaires précédents, eu un petit temps de préparation, toi et moi. Mais bien entendu, voilà, l'improvisation sera bienvenue. Alors, si tu veux bien, comme je l'ai demandé aussi aux précédentes invitées, est-ce que tu voudrais bien nous dire en quelques mots quel a été ton parcours professionnel et si éventuellement le fait d'être une femme a été marquant sous une forme ou sous une autre dans ce parcours? Volontiers. Donc, mon parcours. Alors j'ai fait, HEC il y a quelques années maintenant, diplômée en 88. Et puis à l'issue de cette école, où je m'étais spécialisée en marketing et voilà, donc tout, me poussait à rentrer directement dans une grande entreprise, grande consommation. Pour faire du marketing, je me suis dit: «Ouh là, on va se poser un peu et on va respirer avant de penser dans l'action». Et je suis partie 1 an au Chili par tout un concours de circonstances. J'avais des amis qui créaient une banque de microfinance au Chili, et puis, on avait un Chilien qui donnait des cours à HEC. Et je me suis dit, voilà, avec des amis, on s'est dit, des amis IES, on s'est dit, on était 2-3 amis. À l'époque, il y avait soit le service militaire pour les garçons, soit la coopération. On s'est dit, il n'y a rien pour les filles, c'est quand même dommage. Nous, on va se faire notre petite copée, quoi. Et on s'est préparé notre petite copée, comme le font tous les jeunes d'aujourd'hui, hein, un parcours séjour humanitaire. Et nous sommes partis donc avec des réseaux chiliens et français au Chili. On a atterri dans des familles des quartiers riches de Santiago. Et à ce moment-là, commencer à chercher ce qu'on allait faire. Mais enfin, on avait déjà des pistes. Et donc, on a travaillé pour une organisation un peu l'équivalent du Secours catholique au Chili. Et en fait, nous sommes partis vivre chacune dans une famille d'un bidonville. Donc, en semaine. Donc, nous vivions en semaine dans une famille de bidonville. Et puis, le week-end, nous revenions dans les quartiers riches où était notre famille de départ. Et donc voilà, quelques mois là, ça a été une expérience un peu bousculante, absolument fondamentale et fondatrice pour moi. J'y ai vécu des choses extrêmement fortes, la découverte de la grande pauvreté, de la misère, de la pauvreté tout court, donc voilà, beaucoup de préjugés qui tombaient sur ces notions-là. Et puis voilà, l'expérience de vivre dans une famille pauvre, hein, vraiment très pauvre moi-même, avec une femme qui avait perdu son premier mari le jour du coup d'État. Donc on était en train de sortir de la dictature de Pinochet, et qui avait eu un enfant avec lui. C'était remis avec un autre homme qui s'était mis à boire et à la battre. Donc elle l'avait chassé, elle avait eu un enfant avec lui. Donc elle vivait seule avec 2 enfants, avec gagnant 200 € par mois, non pardon, 200 francs français équivalent par mois en ménage, et aussi avec une très grande liberté, une très grande joie, un grand sens de la solidarité. Et elle m'accueillait dans une de ses 2 chambres. Donc elle dormait derrière dans l'autre chambre avec ses 2 fils. Donc ça a été une expérience très forte.
de voir aussi voilà toute cette réalité du bidonville, de la misère, de toutes ces situations d'inceste, de violence, etc., de délinquance, et aussi ces réalités de grande solidarité. Voilà, une expérience très forte. Aussi le constat très étonnant du déni. Donc dans les quartiers riches où je revenais le week-end, j'étais invitée dans des rencontres un peu sociales, et on me disait mais les bidonvilles n'existent pas au Chili. Ah oui, donc là c'était voilà, réaliser un mécanisme de défense que j'ai depuis découvert avec d'ailleurs Fabrice, j'en parlerai après, qui est celui du déni. Et voilà. Et après, j'avais des amis qui créaient une banque de microfinance donc au Chili, et qui m'ont invité à certaines de leurs réunions. Et du coup, c'était l'occasion de suivre la naissance de cette activité et de me dire ah ouais, mais c'est vraiment génial. Je comprends enfin pourquoi j'ai pu faire HSC. Je voyais des jeunes qui tombaient dans la délinquance dans le bidonville. Il y en a un qui est devenu mon ami. Il s'était fait tirer dessus lors de règlements de compte. Il était allongé sur son lit et il survivait dans cette petite cabane en bois avec sa mère. Il n'y avait même pas de fenêtre, en fabriquant des petits objets avec un outil qu'on lui avait prêté. Et il me disait, mais en fait, si on m'avait prêté cet outil, voilà, si j'avais eu cette possibilité-là avant, je n'en serais pas dans cet état-là. Après, il est mort. Et pour moi, ça a été évidemment une rencontre importante. Et là, je me suis dit, bah oui, la microfinance, enfin, ce type de mécanisme en tout cas, l'aurait aidé et à ne pas finir de cette manière-là, avoir une vie digne. Et je comprends que l'activité économique peut être véritablement au service de la dignité de l'individu. Et je me suis dit, plus tard, je travaillerai sur ces sujets-là. Donc, c'est comme si j'avais défini une intention à l'époque, mais j'avais aucune idée de comment j'allais y travailler plus tard. Je voulais pas m'engager tout de suite dans une institution de microfinance. Je me disais, il faut que je revienne en France, que je me forme à l'entreprise, que je vive, que je m'immerge dans une entreprise, dans des entreprises, et que je vois un peu comment tout ça fonctionne. Et puis plus tard, on verra comment retrouver cette intention de départ et comment la vivre. Et donc, je suis rentrée en France et là, j'ai travaillé. Je me suis dit, je voudrais peut-être pas faire du conseil, je voudrais m'immerger dans une entreprise. Mais en même temps, j'aimerais avoir un aperçu un peu global de l'entreprise. Donc, je vais faire de l'audit interne. Mais finalement, j'étais prise en contrôle de gestion chez Philips. Je suis entrée chez Philips, j'ai fait du contrôle de gestion dans une entité, puis dans une autre, dans une usine. Je me suis dit, finalement, ce qui m'intéresse dans le contrôle de gestion, c'est la dimension conseil, en fait, service aux opérationnels. Le reste, les chiffres, c'est pas trop ma tasse de thé. Et j'ai eu l'opportunité d'entrer dans un cabinet de conseil au bout de 5 ans, qui s'appelait Euréquipe. Et là, j'ai trouvé ça passionnant. On faisait du conseil en management d'organisation. On bâtissait des organisations de manière très participative. Je me suis dit, ouais, c'est super intéressant, j'aime beaucoup. On fait des diagnostics, ensemble avec les clients. Ensuite, on bâtit ensemble les recommandations. Et je trouve ça passionnant. Et puis, au fur et à mesure du temps, je m'apercevais qu'on mettait en place des belles organisations, mais qu'on butait sur un sujet que je ne savais pas traiter, qui était celui des comportements. Donc, on avait mis en place une magnifique organisation, me semblait-il, dans une structure. Et puis, je m'apercevais que le chef continuait, le patron de l'entité continuait de manager dans la peur, l'urgence, que tel chef de service d'une institution publique, quand quelqu'un appelait, elle prenait le téléphone, elle raccrochait. Je me dis, ah oui, il y a un sujet qu'on n'a pas tout à fait abordé, qui est celui des comportements. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance, par mon mari qui travaillait avec Fabrice, de rencontrer Fabrice et de me former à l'élément humain, donc séminaire Phase One. Puis, j'ai eu la chance de faire le séminaire de certification avec Fabrice, avec Will Schutz. Voilà, où là, eh bien, on rentrait dans le dur du sujet, qui est le sujet des comportements et comment finalement les organisations peuvent fonctionner ou dysfonctionner en fonction des comportements productifs ou contre-productifs des uns et des autres. Et avec cette notion fondamentale du sens de la responsabilité, est-ce que je me sens responsable
du bon fonctionnement de mon organisation, ou est-ce que je me réfugie dans des mécanismes de défense du type du déni, de la critique, mon chef est un con, pauvre de moi, le système est pourri. Il y a un problème, je ne le soulève pas parce que c'est quand même un peu risqué, il vaut mieux se taire. Ou est-ce que voilà, moi je suis pleinement acteur de mon organisation. Et puis après, il y a aussi toutes ces notions d'estime de soi. Enfin voilà, je trouvais que c'était évidemment très très riche cette approche de l'élément humain. Et je me suis dit, en fait, à ce moment-là, voilà, j'avais un questionnement fondamental, j'avais une trentaine d'années, de finalement, mais qu'est-ce que j'ai envie de construire pour la suite, quoi. Et je me suis fait accompagner et je me suis dit, ce qui m'intéresse, moi, ah oui, j'ai oublié de préciser qu'à la fin de mon expérience de conseil, tu me posais la question de mon expérience de femme, j'ai eu des enfants, voilà, et j'étais harcelée moralement. Donc ça, c'était une expérience assez sympathique parce que, bah voilà, ils voulaient pas des femmes qui se mettaient en congé maternité, qui allaient ensuite demander le congé parental, donc à temps partiel. Donc voilà, expérience d'harcèlement moral, un peu lourde à porter. Mais bon, voilà, après j'ai fait à l'époque, il y avait notre cabinet de conseil s'était fait racheter par un autre cabinet qui s'était fait racheter par IBM. Et donc, j'ai pratiqué la politique de la porte ouverte, c'est-à-dire on écrit au patron d'IBM en disant « Je suis victime de harcèlement moral, help !» Et donc, à ce moment-là, bon, bah, ils m'ont proposé un autre poste, j'ai négocié mon départ, je me suis formée à l'élément humain. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je construis? Moi, ce qui m'intéresse finalement, et oui, je réalisais vraiment combien cette notion de la responsabilité était clé, et que finalement, je pouvais, ouais, par d'autres expériences par ailleurs, et puis par tout cet accompagnement que j'ai eu, finalement, j'étais malheureuse finalement ces derniers mois dans mon boulot, et je me demandais mais comment peut-on être heureux dans son boulot? Enfin, est-ce que c'est possible finalement? Et je réalisais qu'en fait c'était à moi de le choisir, quoi, d'être heureuse ou malheureuse, c'était mon choix. Enfin bon, c'est un peu les questionnements un peu fondamentaux qu'on se pose dans l'élément humain. C'était mon choix d'être heureuse ou malheureuse au niveau individuel. C'était mon choix d'être actrice ou pas au sein de mon organisation. Et à l'époque, il y avait c'était 2001, les Twins, enfin les attaques terroristes. Je me dis mais quelle est ma responsabilité aussi dans le monde actuel dans lequel je suis en train de faire advenir mes enfants. Donc, j'avais mon quatrième enfant qui était en route à l'époque. Je me disais waouh, dans quel monde j'ai fait venir mes enfants? Et les anciens HSC m'ont proposé de monter des conférences sur comment susciter des comportements plus responsables au sein des organisations. Je trouvais ça passionnant. Ben voilà. Et puis ensuite, une deuxième conférence sur le développement durable. Ça, c'était en 2001-2002. Développement durable, je ne connaissais pas, mais voilà, je commence à rencontrer des gens et je me dis, mais en fait, c'est hyper intéressant. C'est finalement, là aussi, ce sujet de la responsabilité. Quel est le monde que je vais laisser à mes enfants, en fait? Et en quoi est-ce que nous, moi, un individu et nous collectivement, on se sent responsables du monde actuel, évidemment pour nos enfants. Et puis, je réalisais qu'il ne s'agissait pas que des générations futures, actuelles et futures, mais aussi, oui, les générations actuelles, aussi de ceux qui vivent déjà sur cette planète et qui n'ont pas toujours la même chance que nous avons, nous. Et bien sûr, je me souvenais de ce que j'avais vécu au Chili. Et parmi tout un concours de circonstances, je m'entends parler. C'est normal, vas-y, je t'en prie, c'est normal, c'est l'enregistrement. On m'a proposé de monter à ce moment-là un master en développement durable à HEC. Donc, je développais une activité de conseil plutôt à mon compte à ce moment-là. Et puis, on m'a proposé de monter un master en développement durable à HEC. Donc, je devenais co-directrice, disons, d'un master, parce qu'avec un prof qui était, lui, très académique. Et donc, je suis revenue à la case départ, 15 ans à peu près, avoir quitté l'école, pour créer ce master, co-créer ce master. Et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant, c'est comment on va aider ces jeunes à devenir acteurs d'eux-mêmes, acteurs au sein des organisations dans lesquelles ils vont être et acteurs d'un monde, si possible, un peu soutenable. Et puis, voilà, une magnifique aventure qui démarrait.
En 2000, ça c'était en 2003. En 2005, j'avais un intervenant qui était bangladais, qui donnait un cours sur la microfinance, qui me dit, si tu veux, on peut faire venir Mohamed Younous. Alors j'ai dit, bah, c'est génial, c'est lui qui a inspiré mes amis au Bangladesh. On va le faire venir à HEC. J'ai discuté avec les dirigeants de HEC. Il était à l'époque nobélisable. On pourrait le rendre honoris causa d'HEC. Et donc, il est venu faire une conférence sur comment est-ce que l'entreprise peut contribuer à réduire la pauvreté par des mécanismes de marché, pas nécessairement par la philanthropie. Et une magnifique conférence incroyable en 2005 où il est fait honoris causa d'HEC. Et un an après, exactement, il devenait prix Nobel de la paix, à un jour près. Et puis le jour même, j'avais proposé à Emmanuel Faber, que je connais bien, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans la presse, parce qu'il commençait à diriger Danone en Asie. Il me disait, j'aimerais faire des choses autour de la microfinance. Je lui ai dit, bah, tiens, si tu veux, on peut déjeuner ensemble avec lui, juste avant la conférence d'HEC. Finalement, Emmanuel était en Asie, il a proposé à Franck Ribou de déjeuner avec Mohamed Younous. Donc, on a déjeuné ensemble avec Mohamed Younous, Franck Ribou et quelques autres personnes. Et ça a été un déjeuner incroyablement fort, où Mohamed Younous, alors je ne sais pas si vous le connaissez tous, hein, mais vous connaissez tous, donc le fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh, donc non pas fondateur de la microfinance, mais quelqu'un qui a créé une grosse institution de microfinance au Bangladesh, donc lui a dit à Franck Ribou, tu sais, il y a deux façons de faire du business. Il y a business to make money et il y a business to do good to people, hein, donc pour faire du bien aux gens. Et il lui a dit, toi, si tu veux, tu peux faire du business pour faire du bien aux gens. Et à ce moment-là, Franck Ribou, voilà, a été touché, impressionné par le personnage, très, très, très bon communicant, très marquant, enfin, très charismatique. Et il lui a dit, écoute, à la fin du repas, qui a été un moment très, très fort, je m'engage à faire quelque chose avec toi. Et un mois après, Emmanuel était au Bangladesh et montait le modèle économique de Grameen Danone au Bangladesh avec Mohamed Younous. Un mois après, et un an après, nous étions au Bangladesh pour inaugurer l'usine. Nous, on étions partis aussi au Bangladesh avec mes étudiants avant, et deux étudiants qui étaient ingénieurs avaient dit aux ingénieurs de Danone qui étaient à ce moment-là dans le pays, nous, on veut construire l'usine avec vous. Donc, nos étudiants étaient partis construire l'usine avec les ingénieurs de Danone. Et donc, on se retrouvait à l'inauguration de l'usine Grameen Danone avec Mohamed Younous qui venait d'être fait prix Nobel de la paix, Zinedine Zidane qui nous accompagnait. Enfin, c'était un gros délire. Mais c'était une espèce d'effervescence incroyable. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, mais okay, tout ça, c'est génial, mais qu'est-ce que nous, on fait à HEC finalement sur ces sujets-là? J'ai créé le master, co-créé le master, mais j'aimerais aller plus loin. J'aimerais toucher plus d'étudiants. Là, on touche 30 étudiants, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, des conférences commençaient à émerger sur les modèles bases de la pyramide, avec un article fameux d'un certain Prahalad sur comment est-ce que les grandes entreprises ou les entreprises en général peuvent à la fois contribuer à réduire la pauvreté et faire du business dans les pays émergents. Donc, on commençait à monter des conférences. Il y avait des rencontres aussi que je faisais. C'est un peu comme si un puzzle se constituait progressivement. Mais je n'avais pas encore toutes les pièces du puzzle. Donc, je rencontre un jour Maria Novak, qui a créé une institution de microfinance qui s'appelle l'ADI en France, et qui me dit, c'est bien beau, Danone travaille sur la réduction de la pauvreté en France, au Bangladesh. Vos étudiants, ils s'engagent sur ces sujets-là au Bangladesh, mais il y a aussi la pauvreté en France. Qu'est-ce que font des grandes entreprises comme Danone? Qu'est-ce que vous faites, vous, à HEC, là-dessus, etc. Donc, voilà, des questionnements. Une autre fois, je rencontre des personnes du ministère du Logement, des anciens polytechniciens qui me disent pourquoi vous ne formez pas les étudiants d'HEC et de Polytechnique à l'entreprise d'insertion? On a besoin d'entrepreneurs d'insertion. Formez-les. Et donc, voilà, toutes ces rencontres, ces questionnements commençaient à m'habiter. Et puis aussi, Martin Hirsch, à l'époque, était haut commissaire aux solidarités actifs contre la pauvreté.
il avait lancé le Grenelle de l'insertion, il essayait d'engager les entreprises françaises dans la lutte contre la pauvreté. Bon, c'était pas si facile. Et il commençait à tendre des perches à HEC en disant, aidez-moi à engager les entreprises. Donc, et puis, à un moment donné, HEC décide de créer des cours programmes, ce qu'on appelle maintenant des certificats, et qui c'est programme de deux mois environ, enfin 6 semaines à 2 mois, en fin de cursus d'HEC, permettant d'accueillir en fait des étudiants internationaux qui viendraient faire ce qu'on appelle des majeurs, donc la spécialisation dernière année, mais qui s'arrête en mars, donc permettant d'accueillir ces étudiants et les faire rester jusqu'en juin. Et donc je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ah oui, et c'est là d'ailleurs que le sujet du jour vraiment est important pour moi, parce que voilà, j'étais là dans tous ces questionnements, mais de qu'est-ce que je fais à HEC, comment je vais plus loin, qu'est-ce qu'on crée, etc. Et puis je trouvais pas, j'avais proposé une idée de créer un institut, on m'avait dit non, donc je ramais quoi. En gros, je ramais. On était en 2008, depuis 2005, ce déjeuner, cette rencontre avec Younous, je ramais. Mais j'avais tous ces questionnements, mais je savais pas quoi faire. Et une amie me dit, mais t'es tout le temps dans l'action, tu prends jamais de temps pour te poser, tu déconnes. Faut que tu te prennes un week-end off et les choses peut-être vont s'éclaircir. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée prendre un week-end seule à la campagne et j'ai juste fait silence. Et puis après, c'est comme si c'était un frais-mur, quoi, comme si il y avait une poire bien mûre dans l'arbre et que j'avais plus qu'à l'accueillir, à la prendre, à la recevoir. À ce moment-là, c'était évident. En fait, j'allais proposer à HEC de créer un certificat sur finalement comment est-ce que l'entreprise, grande ou petite, dans les pays émergents ou les pays développés, contribue à réduire la pauvreté. Et on appellerait ça social business. Et puis, en fait, il fallait qu'il y ait aussi un titre français. Enfin, bon, bref, on explorait aussi, entreprise et pauvreté, le rôle de l'entreprise dans la lutte contre la pauvreté. Et il se trouve que Mohamed Younous venait en France, c'était au mois de mars 2008. Et j'ai dit à ce moment-là à Emmanuel Faber, aide-moi à le revoir. Donc, Emmanuel me dit, je te mets dans sa voiture le dimanche entre tel trajet et tel trajet. Et j'allais proposer à Mohamed Younous d'être président d'une chaire qu'on créerait sur social business, quelque chose comme ça. Et puis, je me disais, il faut aussi qu'on ait Martin Hirsch, qui représente la dimension française, pays développés. Et donc, à ce moment-là, je dis, j'essaye de contacter Martin par des étudiants qui avaient travaillé avec lui. Et je lui présente le projet. Il me dit, oulala, envoyez-moi une proposition et je verrai si je dis oui ou non. Bon, et là-dessus, tout s'accélère. Il y avait une rencontre à l'Élysée le lundi. Bref, un truc un peu incroyable. Sarkozy disait, j'aimerais faire une annonce. Enfin, les conseillers de Sarkozy disant, on aimerait faire une annonce à la sortie de l'Élysée. Et donc, en gros, voilà, on a annoncé la création de la chaire le lundi à l'issue de la rencontre de l'Élysée, la création de la chaire. Il fallait faire un communiqué de presse en quelques minutes. Et donc, on a dit, on va créer la chaire Social Business, Entreprise et Pauvreté. On a fait une conférence de presse dans les bureaux de Danone où il y avait Mohamed Younous, Martin Hirsch, les dirigeants de Danone, l'actuel dirigeant d'HEC, Loïc Perrache, et avec un journaliste. Et on a annoncé la création de la chaire. Voilà. Et du coup, bon, je suis désolée, je suis un peu trop longue dans mes histoires, Fabrice. Et après, voilà, l'idée c'était, on a commencé à créer cette chaire sur social business, entreprise et pauvreté, sur l'économie inclusive. Et ensuite, on s'est retrouvés à plusieurs HEC à se dire il faut qu'on aille plus loin sur ces sujets environnementaux et sociaux. Créons un centre, puis en fait, finalement, on a créé un institut qui s'appelle maintenant Society and Organizations, dont je suis directrice exécutive, et qui a pour but de pousser la recherche, l'enseignement, l'action sur les sujets
de la relation entre l'entreprise et la société, finalement sur les sujets environnementaux et sociaux. Et en quoi est-ce qu'on construit, pardon, un monde qui soit soutenable sur les enjeux environnementaux dont progressivement j'ai pris conscience, les sujets climatiques, biodiversité, ressources naturelles, etc., les limites planétaires, et les sujets sociaux avec les sujets de pauvreté, d'accroissement des inégalités, et voilà, et d'un monde aujourd'hui qui est plein de défis à relever, et voilà, dont j'ai un sentiment, et je ne suis pas la seule, d'urgence. Et c'est comment est-ce qu'on forme, nous, nos étudiants, à ces sujets-là. Donc, on fait aussi des programmes de formation continue. Comment est-ce qu'on embarque aussi les entreprises, comment on les aide à se transformer pour sortir du déni, parce qu'on est quand même relativement dans un déni collectif, là aussi, et prendre à bras le corps ces sujets et inventer d'autres modes de business, d'autres manières de faire du business, d'autres modes de vie. J'étais très longue. Merci, merci Bénédicte. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Je trouve ça passionnant, à la fois ce que tu racontes, ton expérience, et puis je trouve ça tellement merveilleux qu'il y ait des personnes comme toi qui soient actives pour transformer le monde autour de soi. Hein. C'est une partie de la signature de mon entreprise sur ces sujets de la lutte contre la grande pauvreté, contre les inégalités. Et si j'aimerais justement qu'on revienne sur notre thème de l'alliance du féminin et du masculin. Et une des questions que je t'ai posées et qui m'intéresse aussi beaucoup, et j'ai aimé la réponse que tu m'as faite à ce moment-là de notre temps de préparation, et toute réponse sera la bienvenue, c'est justement comment, dans ce champ, ce domaine de la lutte contre la grande pauvreté, contre les inégalités, et dans ce que tu appelles l'économie inclusive, comment se passe cette dynamique du féminin-masculin? Comment elle se passe peut-être à travers quelle est la place qui est donnée aux femmes et aux hommes dans ce champ-là? Oui, merci. Alors, j'ai parlé de Younous. C'est vrai que Younous, en tout cas dans son pays, il s'est dit qu'un levier majeur pour lutter contre la pauvreté, eh bien, c'était de s'intéresser aux femmes, d'aider les femmes à, à s'en sortir, à sortir de la misère, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et que c'était à la limite un levier plus puissant voilà, d'avoir une action vis-à-vis des femmes, pour lui, hein, c'est ce qu'il disait, hein, vis-à-vis des hommes. Parce que quand on prête, dit-il, hein, toujours, parce qu'il a 80 ans, il est toujours en vie, hein, de l'argent à des femmes, eh bien, elles vont, voilà, elles vont investir, elles vont développer une activité, même micro, qui va aider leur famille à sortir de la très très grande précarité. C'est-à-dire que très grande pauvreté, c'est vraiment ne pas savoir de quoi demain est fait, vivre dans une insécurité permanente, ne même pas savoir ce soir ce qu'on va donner à manger à ses enfants parfois. Et donc là, à travers ces mécanismes de microfinance, moi je suis allée plusieurs fois au Bangladesh, j'ai vu ces femmes qui se regroupent dans un village par exemple, et qui régulièrement donc reçoivent ces prêts, rendent l'argent, etc. Eh bien, voilà, ces mécanismes-là vont les aider à sortir de cette misère. Elles vont rester certainement dans la pauvreté en réalité, parce que la microfinance ne suffit pas pour souvent aller plus loin. Il faut derrière des mécanismes pour aider les petites entreprises, les moyennes entreprises, etc., ce qui manque souvent. Mais au moins à sortir souvent de la misère. Alors bien sûr, il y a eu aussi des excès, hein, en matière de microfinance, avec la microfinance qui a été utilisée pour la consommation, du surendettement, etc., qui a conduit au suicide. Mais ça, c'est beaucoup arrivé en Inde notamment. Mais dans la conception et l'action de Younous, c'est voilà, aider ces femmes à avoir un peu plus de visibilité sur comment nourrir ma famille, et puis commencer à permettre à leurs enfants de faire des études. Et c'est vrai que ce qu'il dit souvent, c'est que s'il faisait ça avec des hommes dans son pays, eh bien l'argent est utilisé autrement, tristement. Et donc vous pouvez imaginer comment. Ensuite,
j'ai rencontré d'autres acteurs, par exemple aux Philippines, qui disent bah oui, mais justement, il faut aussi qu'on travaille avec les hommes. Donc, qui essayent d'aider les hommes à devenir entrepreneurs, à les éduquer. Donc, des ONG qui travaillent plus avec les hommes à la limite qu'avec les femmes. Donc, on trouve de tout. De toute façon, il faut, pour aider à sortir de la pauvreté, il faut agir à la fois sur les femmes et les hommes. Ça, c'est évident. Et les aider à rentrer dans cette dynamique, souvent micro-entrepreneuriale au moins. Mais voilà, en tout cas, pour Younous, l'effet levier est plus fort quand on travaille avec les femmes. Nous, à HEC, on a développé un projet, ça n'a rien à voir, mais voilà, qui est autour de l'entrepreneuriat féminin, notamment dans les quartiers. En fait, avec l'idée vraiment, c'est que aussi que les femmes, souvent, ce sont elles qui font tenir la famille, et donc que voilà, c'est elles qui aussi, bien sûr, il faut aussi aider les hommes, mais comme il faut commencer par un bout, et bien le choix peut être, avec un effet de levier assez fort, de travailler avec les femmes, les aider à monter leur activité entrepreneuriale. Donc ça peut être aider des femmes dans les quartiers, par exemple, à monter une activité de coiffure, de restauration, etc. Donc nous, on a tout un programme qui s'appelle Stand Up, qui consiste à accompagner, former les femmes entrepreneurs, et notamment dans les quartiers. OK. Il y a une question que je ne t'ai pas posée, dans notre temps de préparation, mais j'aimerais avoir ton retour. Ça serait, plutôt au niveau des acteurs qui, comme toi, contribuent à lutter contre ces inégalités, qui continuent à développer, l'économie inclusive. Comment ça se passe, les relations entre, les personnes qui, comme toi, agissent, au service de ces causes-là? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Est-ce qu'il y a plus d'hommes? Est-ce qu'il y a une sensibilité, du féminin, du masculin chez chacun? Chez chacun, en tout cas chez la plupart? Comment tu vois ça? Alors, c'est vrai qu'en tout cas, par exemple, dans nos programmes, on a souvent plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une réalité. Il y a des fois où ça s'équilibre un peu. Là, cette année, on a quand même 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes, dans notre certificat. Euh, c'est vrai que dans toute cette dimension euh, oui, de service à l'autre, euh, il y a sans doute, ça rejoint certainement moins le féminin en chacun. Mais voilà, hier, ces 2 derniers jours, je discutais avec un de nos participants là, parce qu'on a relancé la 13e version du certificat dont je vous parlais. On l'a lancé il y a 2 jours. Eh bien, un de nos participants, c'est un médecin urgentiste, pompier, voilà, donc voilà, c'est un homme clairement, mais on sent qu'il y a cette dimension de voilà, d'attention, de service à l'autre, et qui est très présente. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Après, dans tout ce champ de l'économie sociale et solidaire, on va trouver quand même pas mal d'hommes, parce que des entrepreneurs sociaux, par exemple, si vous allez voir sur le réseau Ashoka, on trouve, à mon avis, des deux. J'ai pas fait le calcul de proportion, mais voilà, à mon avis, on trouve quand même pas mal d'hommes voilà, qui s'engagent sur ces sujets-là. Oui, parce que tout à l'heure, tu as cité plusieurs personnes, dont on connaît, les noms, les personnalités, Younous, Franck Ribou, Emmanuel Faber, Martin Hirsch, tout ça sont des hommes. Est-ce qu'il y a des femmes, importantes avec lesquelles tu as travaillé sur ces sujets-là, qui ouais. J'ai interagi, donc je le disais, mais j'ai pas travaillé vraiment avec elle, mais un peu quand même, oui, si, avec Maria Novak de l'ADI. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnalité? Il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'hommes, parce que ouais, il y a beaucoup d'actions. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un fait. On travaille avec beaucoup d'hommes très engagés dans l'action. Au niveau des femmes, on a beaucoup, nous, d'étudiantes, je dis, qui sont maintenant devenues des alumni, qui sont très engagées aussi, oui, qui sont voilà. Mmh. On travaille avec des cabinets de conseil, par exemple, qui sont très spécialisés sur l'économie inclusive. Il y en a un qui s'appelle Archipel & Co. Et ben, il embauche énormément de femmes, d'anciennes étudiantes de chez nous.
qui sont des femmes incroyables, quoi, qui ont vraiment une énergie, qui arrivent à conjuguer aussi, oui, vraiment leur vie de famille et cet engagement pour une économie inclusive, elles sont incroyables. Et là, en plus, elles viennent nous aider là dans nos démarches d'éducation. Elles sont très présentes. Oui, on a beaucoup d'anciennes, on appelle ça des alumnas, qui sont engagées sur ces sujets-là. Ouais. Une des raisons qui m'a fait avoir vraiment envie de t'inviter pour écouter ton témoignage, c'est une des particularités de ta situation professionnelle, notamment au regard des autres participants, enfin des autres invités des webinaires précédents, c'est que tu travailles majoritairement dans un champ académique, donc au sein d'HEC Paris. Comment ça se passe, cette dynamique du féminin, masculin, ce rapport entre les hommes et les femmes au sein d'un univers académique comme le tien? Alors oui, dans cet univers académique très particulier, dans le corps professoral, notamment des chercheurs, je connais pas la proportion, mais c'est vrai qu'en tout cas moi, je travaille plus avec des hommes. Et voilà, donc c'est clair que je navigue dans un environnement très masculin. Ensuite, sur la partie plus administrative, ça va être beaucoup des femmes. Donc finalement, ça s'équilibre, hein. Mais et c'est vrai que dans tout ce que j'ai entrepris, à chaque fois, les programmes que j'ai pu lancer, le master, pardon, le certificat, souvent j'ai essayé la chaire social business. Enfin, souvent j'ai essayé de travailler, de m'associer avec un homme, parce qu'en tout cas, je trouve que c'est vrai cette alliance, comme tu le dis toi-même, hein, entre le masculin et le féminin, c'est très très riche. De temps en temps, sur certains programmes, je vais travailler avec une femme. Mais il se trouve que c'est vrai que les femmes sur lesquelles je travaille sur certains programmes, elles ont un masculin assez développé. Euh, et voilà, une grande capacité d'action. Euh, donc moi, je trouve que dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours associée à quelqu'un d'autre. Je n'aime pas travailler seule. Et je pense que c'est vrai que je dois avoir une dimension peut-être, enfin, je pense que j'ai un peu un équilibre entre les deux, enfin, mais peut-être une dimension aussi plus féminine à ce niveau-là, au niveau plus de, enfin, je suis à la fois dans l'action, mais j'ai besoin de beaucoup de recul aussi. Et puis, beaucoup dans l'interaction, beaucoup dans le dialogue, dans la concertation. Et j'ai vraiment besoin de m'associer avec des gens qui sont vraiment à fond dans l'action, qui sont plus extravertis que moi aussi, euh, qui sont prêts oui, à, à se mettre en front line, enfin, je sais pas comment dire en français, à s'exposer aussi. Et donc, voilà. Donc, je navigue dans un environnement au niveau académique très masculin quand même. Et en réalité, et c'est vrai que j'aime bien ça. Voilà, j'aime bien cette complémentarité. Clairement, dans tout ce que je fais, j'utilise cette complémentarité. Je pense que ça fait la force des différentes initiatives dans lesquelles je suis impliquée. Euh, voilà. Comment tu le vis, tu vois, dans ce contexte que tu viens de décrire, heu, cette recherche d'équilibre que l'on a tous, hein, sur lesquels on est tous en travail, cette recherche d'équilibre entre ce qui fait féminin en toi et ce qui fait masculin en toi. Comment tu chemines, comment tu navigues autour de ça? Comme je l'expliquais, c'est une tension permanente qui pour moi se traduit par oui cette recherche d'équilibre permanent que je n'arrive pas à trouver en réalité, mais euh, entre l'action, et je pense que je suis une femme d'action clairement, et aussi le recul, effectivement l'intériorité, comme je disais. Moi, j'ai très bien compris que euh, si j'étais tout le temps dans l'action, en fait, je tombe dans l'agitation. Et finalement, je vois plus de fécondité à ce que je fais. Euh, et je l'ai vécu, comme je vous le disais, en 2005, 6, 7, 8, où là, voilà, bah,
j'étais dans l'action et l'action, mais j'avais plus ces temps de pause, d'écoute de mes intuitions. Et à un moment donné, voilà, cette amie qui m'a bousculée m'a aidée, en fait. Et le fait de me reposer seule, dans le silence, pour moi, c'est vrai que l'écoute des intuitions, c'est quelque chose de fondamental. Un jour, quelqu'un m'a dit, dans la vie, il faut pas passer à côté de certaines intuitions, quoi. On peut le regretter toute sa vie. Et je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que j'écoute mes intuitions et peut-être que j'aille au bout des intuitions. Parfois, elles vont peut-être être fausses ou me conduire à des voies de, je sais pas, des impasses. Mais au moins, j'aurais pas de regrets. J'aurais testé. Et je réalise à quel point j'ai besoin d'écouter mes intuitions et que ça passe par la non-action, quoi. Par le silence, la solitude, qui est devenu un luxe d'une certaine manière. Alors, il y a des gens qui vivent l'isolement, évidemment, c'est quelque chose de très, très dur. Moi, c'est vrai que je distingue beaucoup la solitude et l'isolement, et j'ai vraiment besoin de cette solitude qui est pas très présente dans ma vie, pas assez. Et donc, voilà, c'est en permanence, ouais, avec tous ces confinements, ces derniers temps, je trouve que, enfin, oui, à la fois, il y a des moments où ça m'a permis justement d'être plus dans la nature, à la limite, et puis en même temps, on a un mode de vie qui est complètement un peu déboussolé. Par exemple, nous, avec des enfants qui reviennent alors que c'était pas prévu, etc. Et donc, cette solitude aujourd'hui me manque. Euh, et je pense que, même si je suis heureuse de voir mes enfants, euh, voilà, c'est quelque chose, il faut vraiment que je prenne soin de ce besoin, sans doute, oui, d'intériorité, de solitude, de silence, et que je pose des actes pour ça et pour équilibrer, en fait, voilà, cette dimension d'action. Euh, mais je vois bien aussi le risque pour moi ouais, de rentrer dans l'agitation, le risque du burn-out. Je pense que, bon, je suis assez solide, mais ça pourrait arriver, hein. Personne n'est à l'abri de ça. Ça me fait penser à cette intervention qui avait eu lieu à l'occasion de la démarche qui a été lancée par ce professeur du MIT qui s'appelle Otto Scharmer et qui est le parcours Gaïa. Et on avait parlé de ce qui est de l'ordre de l'oratoire et ce qui est de l'ordre du laboratoire. Le laboratoire étant justement l'espace, la dynamique autour de l'action, et l'oratoire plus un travail de silence, de contact avec son intériorité. En fait, quand je t'écoutais, du coup, il me venait cette question, on ne s'en a pas parlé dans le temps de préparation, mais en fait, j'aimerais savoir comment toi tu vois où est la place du cœur dans tout ça, dans toutes ces activités qui sont à la fois les tiennes et celles des acteurs autour de toi. Où est la place du cœur? La place du cœur. Alors, euh, c'est amusant parce que il y a comment une certaine Cécile Renoir qui est très active sur les sujets, qui a créé le campus de la transition, qui enseigne aussi à Sciences Po. Elle parle, dans le campus de la transition, il parle de cœur, corps, esprit. Et donc la dimension, voilà, en matière d'éducation, la nécessité de travailler sur toutes ces dimensions. Donc la place du cœur, elle est fondamentale. Moi, quand je suis partie au Chili, c'est aussi parce que j'avais l'intuition que c'est une dimension qui a été sous-développée dans mes études. Notamment, je sortais de 2 années de prépa, et là, c'était surtout la dernière année du bachotage, un peu bête et méchant. Euh, et que la dimension du cœur et des émotions, tout ça, c'était quelque chose qui était clairement encore à développer. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu vivre, en fait, en allant au Chili. La dimension de la relation gratuite, du fait d'être avec et non pas même de faire. Je partais avec ces intentions-là, ce désir-là. Et voilà, ça a complètement chamboulé beaucoup de choses chez moi. Et c'est vrai que les Chiliens, en plus, ils sont énormément dans l'expression de l'émotion, du cœur, et ils vous disent qu'ils vous aiment. Le petit français un peu, la petite française un peu
introvertie et rationnelle, elle est un peu bousculée au début, mais voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et bon, voilà, je pense que nous, dans ce qu'on essaye de faire en termes d'éducation, si je reviens maintenant, nos étudiants, là, par exemple, pendant les 3 jours qui démarrent aujourd'hui, demain, après-demain, ils vont aller passer 3 jours dans une entreprise d'insertion, dans une association. Ils vont être avec des femmes de la rue, ils vont être avec des réfugiés, etc. Et on leur dit, vous n'êtes pas du tout des consultants, hein, vous n'êtes pas là pour donner des conseils à la structure, vous êtes juste là pour vous immerger, rencontrer les personnes. Et évidemment, ça touche à ce sujet du cœur. C'est-à-dire que avant même de commencer à imaginer des modèles économiques, d'économie inclusive qui vont résoudre telle ou telle problématique, eh bien, il s'agit d'écouter ses émotions, son cœur, écouter l'autre aussi et ses besoins et essayer de rentrer en empathie avec l'autre avant même d'agir. C'est le point de départ, un peu comme tu dis, la auto-charmeur, la théorie U, c'est voilà, c'est sentir, écouter, observer. Après, l'introspection, mais c'est moi, qu'est-ce qui me touche dans tout ça, qui je suis, quelle est ma raison d'être, et ensuite, euh, bon, ok, je passe à l'action. On a bâti, nous, un MOOC qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement, qui se trouve sur Coursera, qui est gratuit, qui a eu beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de participants, qui continue, hein, et qui est sur cette dynamique-là. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent de manière directe, directe oui bien sûr, mais cette place du cœur, pour moi, elle est centrale dans ce sujet de l'alliance du féminin et du masculin, parce que quel autre espace en nous est l'espace où se fait, où peut se faire l'union ou l'alliance du féminin et du masculin, si ce n'est le cœur, quoi. Voilà. Je te propose, Bénédicte, qu'on passe à la seconde partie, à la partie où on laisse aussi la parole à nos participants, voilà, pour des témoignages, des échanges, des questions pour toi. Donc, Il y a eu si. du chat, j'ai vu qu'il y avait des commentaires dans le chat, là. Alors oui, on peut aussi effectivement regarder les commentaires, mais peut-être que les personnes qui ont fait ces commentaires, je vois Sophie, Jean-Luc, Léanique, bah, vous pouvez, si vous voulez, prendre la parole et puis les exprimer en direct. Ce sera encore plus vivant que si c'est moi qui les lis. Donc je propose, Jean-Luc, voilà, Sophie, bienvenue. Mais si d'autres d'entre vous ont envie de prendre la parole, vraiment, allez-y. Je vous laisse ouvrir votre micro et vous exprimer. Jean-Luc, je vois. Ouais, j'arrive. Oui, j'ai juste dit quelques mots. C'est-à-dire qu'il y a énormément, Bénédicte, d'énergie dans ton partage au début. Effectivement, beaucoup d'éléments de femmes actives, très, très actives. J'étais très interpellé par la question de Fabrice. J'avais envie de me poser de poser la même au moment où Fabrice disait, mais finalement, Hirsch, Ribou, Faber, Younous, que des hommes. Et la seule femme là-dedans, c'est Bénédicte. Bon. Et j'ai trouvé très, très intéressant ton besoin. Ah, je tutoie Bénédicte, hein, je suis désolé comme ça, alors que Très bien. ton besoin de silence et de solitude. Et je me suis posé cette question. Je me dis, est-ce que c'est un besoin, tout d'un coup, d'être encore plus dans l'ouverture, encore plus dans la perméabilité, pour être disponible? Et tu as un peu répondu un peu après en disant, avant l'action, il y a ce besoin de, oui, de recul, de solitude, d'ouverture. Donc peut-être que tu y as répondu, mais en tout cas, c'était une vraie question. C'est un besoin de perméabilité. Voilà, c'est comme ça que j'avais envie de le formuler. Mmh. Est-ce Oui, qu'il y a oui. quelque chose de cet ordre-là? Parce que c'est Mmh. peut-être que c'est lié aussi à l'énergie que tu as déployée dans ton partage, qui était très, très tumultueux, d'une certaine manière. Et donc, on vivait, on était embarqué dans ton tumulte. Enfin, j'étais embarqué dans ton tumulte, en tout cas, au Chili, avec les uns, les autres, chez Sarkozy, il y en avait dans tous les sens. Et c'est très bien, c'était foisonnant. Et tout d'un coup, cette femme que je découvre, Bénédicte, dit, ouais, mais j'ai besoin de solitude. Et je me suis demandé si c'était pas un besoin, justement, de se, ouais, d'être encore plus perméable à la réalité du monde. Oui, oui, oui. Oui, je suis d'accord parce que je pense que je peux avoir tendance à être aussi dans mon mental,
et je vois bien ce besoin d'être présente, beaucoup plus, oui, perméable. Pour moi, ce que j'ai vécu au Chili, c'est, alors là, c'était pas de la solitude que je vivais au Chili, mais enfin, c'était aussi, j'ai quand même vécu de la solitude là-bas aussi, parce que j'étais loin de ma famille, j'ai vécu quand même une grande solitude aussi finalement. Mais tout à coup, j'ai eu l'impression de devenir perméable effectivement Mmh. aux autres et être présente et à beaucoup plus à l'écoute de mes sens, de mon cœur, tout ça, quoi, oui, et capable d'être en empathie avec l'autre, alors que sortant de prépa, j'étais en empathie avec plus rien du tout. Mmh. J'étais un bâton de bois tout desséché. Mais bon, voilà, heureusement, ça passe assez vite, mais voilà, cette expérience, j'ai eu l'impression d'être comme labourée, quoi, Mmh. j'ai eu des choses difficiles au Chili, hein. C'est difficile, hein, quand même, de vivre dans un bidonville où on mange peu, il fait chaud, enfin, il y a des choses difficiles. J'ai vécu des choses ouais, dures à certains égards. Et en même temps, j'ai senti que voilà, c'était ça qui allait me rendre plus Ouais. perméable à l'autre, plus perméable au monde, et plus perméable, enfin, je sais pas si c'est perméable, mais favorisant aussi cette écoute de mes intuitions à moi Ouais, aussi. tout à fait. Ouais, super, merci beaucoup. Merci. OK, Merci. merci, merci Jean-Luc pour Mmh. tes questions et Moi, ton feedback. pardon. Allô, oui? Oui, oui, je voulais rebondir, c'est Sophie. Sophie, justement. Je voulais rebondir sur cette histoire de bâton desséché parce que ça me parle beaucoup et je pense qu'il n'y a pas qu'en sortant de prépa d'école de commerce qu'on est un bâton desséché, mais il y a aussi parfois en sortant de certaines entreprises. Et je pense que le temps de repos et le temps de récupération qui s'impose derrière est quelque chose de majeur. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que moi, j'ai eu cette impression-là en sortant d'un long parcours en entreprise et de retrouver la vie en s'arrêtant, en fait, Mmh. Mmh. paradoxalement, dans Mmh. l'inaction Ouais, c'est et hyper et important. juste ouais et juste, aussi par rapport à ce que, j'ai pu dire, et entendre sur, ces hommes pardon, j'ai pas redémarré ma vidéo. Par rapport à ces hommes, que tu as côtoyés, Bénédicte, dans toute cette aventure professionnelle, moi, j'ai l'impression, je suis profondément convaincue que le développement durable passera par les femmes majoritairement et que, même si elles sont pas toujours visibles, c'est vraiment les chevilles ouvrières de la transformation parce qu'elles savent concilier ces impératifs économiques avec, justement la raison du cœur et beaucoup d'humanité. Ce qu'un homme centré sur son objectif est parfois moins capable de faire. Et quand l'objectif est le profit, hem et surtout dans le monde actuel où tous les profils, ça vous parlera sans doute, tous les profils qu'on embauche en entreprise pour des postes clés, ce sont des profils «rouges» entre guillemets, de mecs qui font sans se poser de questions. Et ben, en fait, on oublie la dimension cœur et on oublie toutes les composantes de durabilité. Je déteste ce terme, je pense qu'il s'agit de respect tout court et les femmes sont majeures là-dedans, à mon sens. Voilà, c'était juste mon petit commentaire, personnel. Merci. Sophie. N'hésitez pas à allumer, vos vidéos pour que, notamment pour les personnes qui nous regardent en direct sur YouTube et ceux qui, regarderont le replay puissent voir, vos visages. C'est aussi beaucoup plus vivant, pour Oui ceux-là. et puis c'est chouette de voir des gens qui font «oui» quand on dit quelque chose, donc Jean-Luc, s'il veut reprendre la parole, je le voyais, faire «oui, oui». Oui, sans monopoliser. Non, non, j'étais assez en phase avec cette observation d'embauche, de surembauche de rouge que tu évoquais tout à l'heure. Donc je mettais ça dans un coin, effectivement, j'étais tout à fait en phase. Alors, qui d'autre souhaite témoigner ou poser une question à Bénédicte? Bruno. OK, Bruno, vas-y.
Oui, bonjour. Alors, j'avais une question pour Bénédicte qui est donc immergée, comme tu l'as souligné, Fabrice, qui est dans l'univers académique. Euh, la chaire que tu as montée cherche à faire vivre une certaine idée, faire prendre d'autres considérations dans la façon de faire du business, mais au cœur du dispositif académique, il cherche à produire des professionnels qui vont servir le business. Qu'est-ce qui a changé? Ma question, c'est est-ce que c'est périphérique par petites touches pour corriger quelque chose qui intrinsèquement comporte de forts risques de dérive, ou en tout cas rien ne changerait dans le fond, ce serait quand même pour faire de l'argent, et ce serait des patchs, ou est-ce qu'il y a quelque chose au fond qui commence à bouger? Parce que c'est une vraie interrogation pour moi, et encore maintenant, je m'interroge sur comment on forme des futurs professionnels en entreprise dans des grandes écoles, et je ne sais pas, sincèrement, si le dispositif académique prend la mesure des enjeux actuels. Je suis vraiment en questionnement là-dessus. Voilà. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Ah, c'est ce qui m'occupe tous les jours en ce moment, donc c'est une vraie question, hein. C'est est-ce que nos sujets sont des gentils sujets en périphérie, c'est comme pour les entreprises, hein, ou est-ce que c'est au cœur du réacteur? On va dire que c'est en train d'aller vers le cœur du réacteur, en process, in process, comme on dit. On est en train de passer, nous, par exemple, à HEC, d'une réalité où tous ces sujets-là étaient, on a développé beaucoup de cours quand même, de programmes, etc. Mais c'était des électifs uniquement, c'est-à-dire qu'un étudiant qui ne le souhaitait pas va passer en travers des mailles du filet, et à la limite n'entendait jamais parler du climat ou des sujets d'inégalité dans ses cours tout au long de ses études d'HEC, quoi. Mais maintenant, c'est plus possible, ça. Et donc maintenant, on est en train de bâtir un dispositif obligatoire avec tout un parcours qu'on est en train, voilà, c'est un processus itératif qui prend du temps, parce que on est en train, par exemple, de bâtir tout un parcours autour de la chaire. On a créé aussi une chaire qui s'appelle Purposeful Leadership, Leadership Essence, un parcours obligatoire sur une centaine d'heures de cours pendant la première et la deuxième année quand même. Enfin, ça va pas être que des cours, ça va être des expériences, une rentrée qui s'est passée il y a 2 ans à Chamonix ou au Mont-Saint-Michel ou à Saint-Cyr-Couëquidan. L'année prochaine, ça devrait être... Enfin, oui, je peux pas en parler encore, pardon. En gros, une rentrée dans un endroit différent pour tous les étudiants, où on leur fasse vivre des choses fortes. Et déjà, on commence à les questionner sur le sens. Et donc, un parcours que les acteurs de la chaire Purposeful Leadership, qui fait partie de notre institut, a commencé à construire. Et on est en train de construire un parcours obligatoire également d'une centaine d'heures de cours sur les sujets liés à l'environnement et au social. Avec des cours obligatoires. Moi, je suis en train de bâtir un cours obligatoire sur les enjeux planétaires. Donc, ça, c'est pas facile, hein, parce que ça veut dire que les étudiants, ils arrivent de prépa, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie d'avoir du bon temps, etc. Et puis, on va leur dire, attendez, le monde, il y a des choses qui urgent. Il va falloir que vous soyez acteurs de tout ça. Donc, on est en train de construire ça. Il y a par ailleurs une revue du curriculum qui est prévue. Donc, ça veut dire le curriculum, c'est du lourd. C'est-à-dire, on pose à plat tout le cursus d'HEC. Je parle de la grande école, là, par exemple. Et on revoit comment est-ce qu'évidemment, on intègre davantage tous ces sujets-là dans ce qu'on appelle les cours fondamentaux, hein. Parce que ça, c'est pas que des cours comme le parcours qu'on est en train de bâtir obligatoire qui sont en jeu, mais c'est bien sûr aussi les cours fondamentaux. Et donc, on est dans voilà, cette revue du curriculum, elle a été décidée, elle devrait être menée dans les mois qui viennent, et on est en train de faire ce que tu dis, Bruno. Ça prend du temps.
Il y a des forces très pour et puis il y a des forces contraires. Faut pas se leurrer. HEC, c'est une école où, oui, heureusement, on peut débattre. Il y a des points de vue très, très différents sur ces sujets-là. Mais enfin, il y a une volonté d'aller plus loin sur ouais, l'intégration de ces perspectives environnementales et sociales dans le cœur même du réacteur. Ok. Merci, Bénédicte. Ah, j'aimerais quand même vous inviter à essayer d'être au plus près de notre thème, même si les éléments exprimés par Bénédicte renvoient à plusieurs sujets passionnants, dont celui-ci. Mais si vous voulez bien revenir sur ce sujet du féminin et du masculin, de cette alliance entre le féminin et le masculin, et témoigner, je vois que Véronique Oui. a envie de prendre la parole, allez-y. En fait, j'avais une question justement sur l'approche du féminin et du masculin en termes d'enseignement ou dans la perception. Est-ce que, avant de prendre conscience de l'environnement, sur le fait d'être, tout simplement, il y a une intention d'être dans l'oser, jouer son côté masculin, mais également son côté féminin quand on est une femme, mais strictement de la même manière chez l'homme. Est-ce que l'homme aujourd'hui, il peut pas comprendre qu'en osant finalement exprimer son côté féminin, c'est aussi là que peut se trouver sa puissance. Donc dans tout ça, en fait, en termes d'enseignement et de sensibilisation, si je puis dire, est-ce que c'est quelque chose que vous enseignez à HEC, ou quelle est votre position par rapport à ça? Parce qu'on parle beaucoup de la femme en tant que sexe, mais finalement, cet équilibre, et même quand on est femme dirigeante, ça a beaucoup résonné, on a un côté masculin, si on exprime son côté féminin, c'est pas toujours bienvenu. Donc dans cette balance et de savoir comment doser, et savoir aussi revendiquer quand on est homme, parce qu'à chaque fois, du coup, on parle des femmes et les hommes, la puissance qu'ils peuvent avoir dans leur féminin, et je pense que ça peut toucher aussi beaucoup les jeunes générations. On en fait quoi? Est-ce qu'on est en train de regarder ça pour le mieux-être qui permettra un mieux faire ensuite? Alors, je pense que j'ai pas l'impression que ça soit un sujet qui soit vraiment explicitement abordé pour l'instant à HEC. Mais comme je le disais et ça pourrait être un objet de réflexion, effectivement. Comme je le disais, dans la chaire Leadership et Sens et ce parcours de senteur qui a déjà été construit, finalement, on est un peu là-dessus. Hein, c'est aider nos étudiants qu'ils soient hommes ou femmes, à être plus aussi dans l'introspection, la connaissance de soi. Et bon, après, ce sujet spécifique de l'alliance entre le féminin et le masculin et du développement aussi du féminin chez les hommes et du masculin chez les femmes, etc. Et le respect du féminin aussi. Voilà, peut-être que c'est vrai que ça pourrait être davantage creusé. Donc, c'est une bonne idée. On pourrait en parler avec mes collègues. Ouais, sans vouloir rentrer dans la polémique, quand on t'entend nous expliquer que les hommes sont plus nombreux parmi les professeurs, les enseignants, les chercheurs, et que les femmes sont plus nombreuses dans les fonctions administratives, on peut se demander comment le pouvoir est réparti au sein d'un établissement comme celui d'HEC Paris, quoi. Enfin, voilà. Et qu'en gros, c'est bien d'enseigner l'ouverture d'esprit, les ressentis, l'écoute de soi. Mais en fait, si déjà dans les structures, il y a une répartition du pouvoir qui est inégale, ça induit aussi quand même quelque chose dans l'enseignement qui peut être délivré par un établissement comme, comme une grande école de commerce comme le HEC, quoi. Oui, non, c'est un vrai sujet. Alors, et qui a envie de témoigner? Alors, les questions sont quand même bienvenues, mais si vous pouvez saisir l'opportunité de partager, vous, comment vous vivez cette alliance ou cette tension, comme disait tout à l'heure Bénédicte, en tout cas cette cohabitation, cette coexistence du féminin et du masculin en vous, c'est bienvenu. Alors, Lénaïque, je voyais, vous aviez
Ouvrez votre Non, moi, micro. non, moi, en fait, c'était parce que effectivement, je voulais plutôt réagir sur le discours en fait de Bénédicte. D'abord, un témoignage très fort, effectivement, très incarné, que j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui m'a marqué, c'est que les figures inspiratrices étaient pour beaucoup masculines. En tout cas, elles étaient incarnées par des hommes qui étaient peut-être des hommes avec un féminin développé, mais en tout cas, ce qu'il paraissait, c'était le genre et le genre masculin, que ce soit Mohamed Younous ou en fait les personnes qui ont accompagné justement votre parcours étaient souvent des figures inspiratrices masculines. Et donc je me posais la question finalement, pour oser, témoigner finalement des valeurs féminines, il faut avoir aussi des figures inspiratrices, féminines. Et est-ce qu'on les voit, surgir justement dans les nouvelles générations? J'ai l'impression que, les nouvelles générations osent mettre, en avant aussi, ces valeurs. Merci. Alors, en tout cas, me concernant, il y a d'autres figures féminines inspiratrices dont je n'ai pas parlé, hein, mais qui sont des figures littéraires ou spirituelles. Je pense à Iti Lessoum, par exemple, hein, qui m'a profondément marquée, que je recommande chaleureusement. Mais sinon, pour les jeunes, enfin, je sais pas comment dire, nous, on a des figures inspiratrices, souvent plus jeunes, en fait, dans la jeune génération, dans les trentenaires, parce que je disais, dans notre certificat, on a pas mal de figures féminines, voilà, vraiment qui interviennent et qui donnent des cours et qui inspirent véritablement nos étudiants, hein. Puis, on a eu cet échange, toi et moi, Bénédicte, avec cette idée qu'éventuellement ta fille pouvait intervenir aussi. Ah oui, Tu m'as expliqué qu'elle était ah oui, oui. très concernée, J'ai une, j'ai voire une impliquée. fille qui étudie politique de l'environnement là à Sciences Po, et elle a découvert le champ de l'écoféminisme aussi. Donc, elle m'a envoyé un article d'ailleurs hier là-dessus. Je sais pas si vous connaissez tout ce mouvement de l'écoféminisme. Et donc, il y a toute une réflexion oui, autour de l'écologie et des femmes qui est intéressant, voilà, que je commence à découvrir à travers ma fille, qui devient une écoféministe engagée. Et Lénaïque. Oui, alors ça me fait réagir en fait parce que, le développement durable effectivement est marqué par beaucoup d'engagement féminin. La question c'est, est-ce que c'est une nouvelle, thématique dont vont s'emparer, plus massivement les femmes comme, ça l'a été un peu dans le care, hein, dans le sujet du soin, et au risque finalement de le d'être, un peu ostracisé, ou on va dire, ou minimisé, dans cette, notion justement, uniquement féminine. Nous, c'est assez curieux. Enfin, c'est que au début, on a changé de nom du master là dont je m'occupais là. Je m'en occupe plus. Enfin, je dirige plus le master. Mais à un moment donné, on avait un nom qui était très autour du développement durable et qui peut-être était plus interprété aussi par notamment des ingénieurs versés sur tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, on avait beaucoup d'hommes qui venaient. Et puis à un moment donné, on changeait de nom, on a parlé d'innovation sociale davantage dans le titre du master. Et là, on a vu beaucoup de femmes arriver. Donc c'est assez. Donc, bon, je pense en gros, on va attirer un peu les deux. Mais c'est vrai que sur les sujets plus, en tout cas, bah, voilà, on voit ça dans les écoles d'ingénieurs. C'est vrai que ça attire beaucoup plus les hommes, et sur les sujets liés aux énergies renouvelables, etc., ça va attirer beaucoup plus. Bon, après, beaucoup plus des hommes que des femmes, et puis tout ce qui touche plus aux sujets sociaux, innovation sociale en général, ça attire un peu plus de femmes. Mais comme vous le disiez vous-même, hein, l'enjeu, c'est là aussi, c'est de redévelopper davantage sans doute le féminin aussi chez les hommes, et
Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers ces démarches d'éducation où on les immerge aussi, on essaie de développer cette dimension émotionnelle aussi, d'empathie. Voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à développer à faciliter, disons, le développement de ces dimensions plus féminines aussi chez nos étudiants masculins. Ok, merci Bénédicte. Alors, peut-être un dernier témoignage ou une dernière question avant de faire un tour de piste de tous les participants, ou ceux qui veulent s'exprimer. Voilà, je vous le rappelle, hein, Bénédicte vient de faire une bonne transition. Effectivement, au début, on engage le dialogue, je pose des questions autour du rapport homme-femme, de la situation des hommes et des femmes, mais c'est simplement pour s'appuyer sur quelque chose d'extérieur et nous renvoyer à notre propre dynamique, et donc vraiment à notre vie intérieure, à l'écoute de ce qui se passe en nous autour de ces énergies du féminin et du masculin. Voilà, parce que c'est vraiment ça, l'orientation du programme, c'est d'accompagner les personnes et de développer en fait cette écoute pour qu'on puisse s'exprimer aussi bien chez les hommes que chez les femmes, à la fois du féminin et du masculin, et si possible d'une façon équilibrée, au moins à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà. Donc si l'une ou l'un d'entre vous a envie de témoigner de ça, de cette expérience qu'elle fait ou qu'il fait, du féminin et du masculin en soi, voilà, c'est bienvenu. Il y a encore un tout petit peu de temps pour ça avant de faire un tour de piste final. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, je veux bien prendre la main, mais je sens, moi, chez moi, un tiraillement ou une complémentarité, une espèce de danse interne. Euh, et on peut aussi parler des grilles de lecture dont a parlé Bénédicte tout à l'heure, comme chez Schutz, entre le contrôle et l'ouverture. Ouverture féminine, contrôle masculin, ou protection masculin, permission féminine, et avec derrière de la puissance. Et bon, je ne sais pas très bien au fond de moi si c'est un tiraillement ou une complémentarité, mais je sens cette espèce de danse interne permanente entre ma part féminine qui est plutôt pas mal développée pour un garçon, et cette part masculine voilà, qui tranche. Et c'est OK, quoi. Je crois que on a évoqué à peine les jeunes, bon, à travers le fait que Bénédicte enfin, effectivement, est très actrice à HEC. Mais je partage aussi le fait que j'observe chez mes enfants et chez les jeunes que j'accompagne dans le secteur associatif, quelque chose qui bouge en ce sens. J'ai vraiment ce sentiment, alors, en croisant les doigts pour espérer que ce n'est pas juste un feu de paille dû à la jeunesse, que ces jeunes qui sont quand même porteurs de notre avenir incarnent beaucoup plus un équilibre juste entre leur part masculine et féminine que les anciens dans mon genre. Voilà. Bon, c'est un partage, c'est ce que je vis au fond de moi et ce que j'observe aussi avec les jeunes qui m'entourent, ceux qui sont très proches de moi, mes enfants, et ceux que j'accompagne aussi dans le secteur associatif. Enfin, ce sont des jeunes à la recherche d'un emploi, qui sont des jeunes diplômés, des bac+5, etc. Donc, ce sont des gens qui ressemblent finalement, qui sont ceux qui peuvent sortir d'HEC, justement, de boîtes dans ce genre-là, et qui, pour moi, incarne quelque chose de nouveau, vraiment, un vent neuf. Ça rejoint la question qu'avait posée Bruno tout à l'heure. Ok. Je propose, Jean-Luc, que tu sois en fait l'initiateur de ce tour de piste. C'est un peu l'esprit de cet espace que je propose pour clôturer cette session. Donc, si vous avez envie, voilà, vous êtes les bienvenus, compte tenu du nombre que nous sommes, en une petite minute, quoi, de faire cette réaction finale, quoi que ce soit que vous ayez envie de partager sur ce sujet de l'alliance et du féminin et du masculin. Voilà, on peut peut-être continuer avec Bruno qui lève la main. Oui, une réflexion puis un témoignage en lien avec ça. Enfin, moi, mon cheminement, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que s'accomplir humainement, c'est développer ces 2 parties en soi. Enfin, c'est de travailler sur cette capacité d'action, qui est symboliquement plus de l'ordre du masculin, et cette capacité de ressentir et d'épouser le monde, d'en faire partie intégralement. Donc c'est s'accomplir, c'est développer ces 2 dimensions, qu'on soit né, biologiquement homme ou femme. Pour moi, c'est une espèce de convergence, de réalisation de soi, enfin, il y a comme un dépassement de soi. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est
enfin, c'est comme ça que je le vis, hein, en tout cas, donc c'est une attention de tous les instants. Puis, hem, 2 courtes anecdotes, j'anime des ateliers philo pour enfants avec le mouvement SEV, donc parmi en primaire, hein, c'est en primaire que j'interviens. Des thèmes différents, fille-garçon, c'est quoi une fille, c'est quoi un garçon? C'est très passionnant et donc on sent déjà, là, j'ai travaillé avec des CP récemment et comme des préjugés, qui restent vivants, mais néanmoins ça les filles s'affirment, à mon sens, assez davantage, donc ça ouvre des perspectives, elles jouent au foot ou elles poussent les garçons si elles veulent faire leur truc et puis ma petite fille, enfin ma petite fille qui est grande maintenant, qui a 13 ans, mais il y a quelques années, elle dit à sa mère qui est très, écoféministe militante, elle dit, «Blanche-Neige, c'est pas pour les garçons». Alors ça fait réagir mon épouse, qui trouve ça va pas. Elle dit: «Ben non, ça fait trop peur». Alors voilà, donc c'était pour, je pense que les générations nouvelles et notamment les enfants, vont vivre il y a trop de choses différentes, ça va produire, je sais pas en combien de temps, mais je suis assez confiant pour ça. En tout cas, c'est à faire vivre, hein. Voilà. Merci Bruno. Alors qui veut poursuivre? Bah, Sandrine, elle se cache pas, mais elle est derrière, le logo, C'était associé. Voilà, elle est bienvenue de nouveau, traditionnellement, d'apparaître. Voilà, Sandrine est mon coach pour tous les aspects, de stratégie, numérique. Voilà, donc merci, Sandrine, de participer à cette petite clôture aussi du webinaire. Avec plaisir. Eh beh, merci à toi, pour cette 5e session très enrichissante. Bah, moi, ça me parle beaucoup puisque, bah, ça fait 10 ans que je me bats, je suis entrepreneur aussi, que je me bats pour l'entrepreneuriat au féminin. Il faut savoir que j'ai quitté Paris et je suis arrivée sur Nantes et en quittant Paris, je me suis investie sur l'entrepreneuriat au féminin et donc sur Nantes, je travaille avec des associations pour, pousser, les femmes à entreprendre, celles qui ont des freins et à l'inverse, je rencontre beaucoup d'hommes. Mais ça me parle beaucoup parce que je suis, enfin surtout le discours de Bénédicte, puisque je suis aussi, très investie, dans le monde associatif, notamment au sein de la Fédération française de tennis de table et je suis en charge du développement durable donc et modernisation, donc je confirme qu'on travaille beaucoup sur la parité, qu'il y a énormément que la génération d'aujourd'hui aussi, ne se pose pas les mêmes questions que nous. Il y a pas cette complexité de hommes-femmes, il y a une réelle égalité. D'ailleurs, ils comprennent pas, hein, ils comprennent pas pourquoi on a un focus sur on cherche à avoir l'équilibre et pour eux, tout le monde ils sont tous égaux. Donc c'est vrai que, voilà, enfin, c'est très intéressant d'avoir vos retours et du coup, enfin Fabrice, et je clôture sur ça, ça serait intéressant aussi de travailler sur l'alliance féminin-masculin intergénérationnelle. Ça pourrait être, vraiment, très enrichissant. Merci Mais à en toi. fait, c'était l'idée du groupe de départ. Le groupe d'expérimentation, c'est une invitation à ce que le groupe soit, composé de personnes de différentes générations. C'est vraiment, c'est notre proposition dès l'origine. Voilà. Donc j'espère qu'effectivement, parmi les candidats, on aura une représentation aussi sur le plan des générations pour que l'expérience puisse être vécue aussi sur le plan intergénérationnel, absolument. Alors, qui veut prendre la suite? On a encore quelques minutes. Véronique? Merci. Alors déjà, merci beaucoup Bénédicte pour ce partage. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si j'avais une baguette magique, je changerais la terminologie des énergies masculin et féminin. Parce que ma perception, en fait, c'est qu'elle vient un peu apporter de la confusion, de la justification, et plutôt que d'y trouver un équilibre et de la puissance, ça peut provoquer de la gêne. Illustration concrète, j'interviens en ce moment dans une entreprise avec un codir uniquement d'ailleurs plutôt des jeunes que des hommes. Et à un moment donné, on en parle et ils me disent tous, mais nous, plusieurs m'ont dit individuellement, je ne suis pas genrée. Donc, ok, je prends ce... Et finalement, qu'est-ce qu'on met derrière? Je leur dis, c'est-à-dire, donc derrière, ça ne veut pas dire que je suis homosexuelle, mais dans le qui je suis. Et là, on se rend compte qu'en s'excusant, on est dans du féminin. Et je trouve que dans tous ces types d'échanges, il y a cette confusion à cause de la terminologie. Et vraiment, moi, j'adorerais avoir cette baguette magique pour dire, mais soyons OK dans cet équilibre avec de nouveaux noms, pour s'enlever un peu cette confusion qui peut être un peu comme un caillou dans la chaussure. Voilà, c'est ma... Merci Véronique. Alors, qui d'autre souhaite... Je voulais, oui, Oui,
Donc avant de vous quitter, j'étais totalement en phase avec, ce que vient d'exprimer Véronique, puisque souvent quand on exprime effectivement le côté féminin ou masculin, on vient souvent le confondre avec, la place de l'homme ou la place de la femme, hein. Et j'ai du mal, à expliquer que ce sont des notions, différentes, mais, voilà, effectivement, les mots sont difficiles, à trouver pour traduire cette, différence, et que chez un homme, il peut y avoir une part, féminine, marquée, ou une part, émotive marquée. Je ne sais pas comment on pourrait le nommer différemment, parce que les mots ont de l'importance, je pense. Merci, Dominique. Qui veut prendre la suite? François, on vous a vu mais pas encore entendu. Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Oui, alors j'ai perdu mon écran, vous me voyez là? On vous voit très bien, ouais. Vous m'entendez? Oui, Et on vous entend. d'accord. Oui, merci Fabrice pour cet échange et Bénédicte. Bon, tout ça, ça me parle pas mal, puisque j'ai fait Shoots aussi, bon, pas avec Fabrice, et puis Transformance. Donc, j'ai travaillé dans le conseil là récemment, et puis j'ai mes enfants qui sont sur l'université, sont en orientation. Et en discutant beaucoup avec eux, je vois qu'effectivement, ce mélange, enfin, entre guillemets, féminin, masculin, euh, entre eux, entre jeunes générations, est très fort. Très fort aussi dans le respect et l'acceptabilité de l'autre, ce qui n'est pas forcément évident dans ma génération. Et puis, après, bon, que rajouter? Oui, comme disait Jean-Luc, cette danse entre féminin, masculin. Bon, je suis empathique, travaille au MAN chez Processcom, j'ai travaillé 5 ans chez Thales, c'est un monde très, très ingénieur, du peu technique, Alix, Supélec. Et quand on a ce background, je dirais de manière bienveillante, on se régale à, à pouvoir accompagner les gens. Voilà. Et, mais merci pour le partage de Bénédicte, la richesse. J'ai fait un tout petit parcours HEC aussi, et c'est super d'entendre que vous essayez de mettre ça un peu plus au centre du réacteur. Et voilà, ça me rend super optimiste pour la suite. Merci beaucoup. Merci François pour cette prise de parole. Alors Bénédicte, je te propose de conclure. Là, il nous reste juste 1 minute avant de terminer dans les temps. Mais bon, tu es bienvenu d'en prendre un peu plus qu'1 minute pour dire ce que tu as envie de dire pour conclure ce webinaire. Que dire? Que oui, cet échange me questionne sur oui, comment être peut-être plus conscient de cet équilibre entre le yin et le yang. D'ailleurs, au passage, oui, j'ai une amie qui a écrit un bouquin là-dessus, Marianne de Boisredon, que j'ai connue d'ailleurs au Chili, auprès de nos étudiants, enfin des jeunes générations. Et que oui, là, c'est sans doute ça l'enjeu, c'est d'aider à chacun à rentrer en tout cas dans un plus grand niveau de conscience et de choix finalement sur comment chacun souhaite équilibrer ces dimensions-là. C'est ça l'enjeu, c'est cet éveil de conscience, c'est ce niveau de conscience. Merci Fabrice pour ton invitation et ravie de vous avoir rencontré. Chacune et chacun. Le livre qu'évoquait Bénédicte tout à l'heure, j'espère qu'il est dans le bon sens. Merci Jean-Luc. C'est un hasard. Oui, merci Bénédicte d'être venu. J'aime aussi faire cette conclusion. Le sujet de la conscience, c'est le sujet clé à la fois de mon propre itinéraire, à la fois personnel et professionnel. Pour rappel, tu as évoqué effectivement l'élément humain, François vient de l'évoquer aussi. L'élément humain, c'est donc une approche du développement des personnes et des groupes qui a été élaborée par Will Schutz. Will Schutz étant un
un des piliers de la psychologie humaniste, donc de l'Institut Les Halles dans les années 70. Donc il a élaboré, à la suite de 40 années d'expérience de travail du groupe, notamment, cette approche à l'élément humain, qui est en fait qu'on peut considérer comme une approche de résolution de problèmes par le développement de la conscience. Donc c'est avec un a priori de développer la conscience pour résoudre voilà, ces problèmes. Et effectivement, ça s'appuie sur deux choses qui sont l'ouverture, qui est la pratique de ce dont on a conscience, voilà, et le dévoilement de soi, de ce dont on a conscience, et la responsabilité qui est l'exercice, le jeu qui consiste à regarder notre vie, tout ce qui s'est passé dans notre vie, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, comme si on était responsable de ça, mais au sens responsable qu'on avait choisi, consciemment ou inconsciemment, et qu'on en avait des bénéfices secondaires. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans la description de ça. Vous pouvez retrouver un peu plus d'explications sur la chaîne YouTube de Cet et Associés ou sur le site internet de Cet et Associés. Voilà. Mais il est clair que ce processus de groupe sur le thème de l'alliance féminin-masculin est, comme je le dis depuis le début, une proposition non d'un chemin de compréhension, mais d'un chemin de conscience. Du coup, on utilise des mots. En ce moment, les mots qu'on utilise, c'est féminin et masculin, c'est ceux qui sont à disposition. Mais au-delà des mots, on souhaite créer des conditions pour que chaque personne, notamment dans le groupe d'expérimentation et plus tard dans les groupes au sein des entreprises, puisse cheminer dans l'écoute et donc la conscience de ce qui fait féminin en elle et de ce qui fait masculin en elle. Voilà. Et l'intérêt de ces webinaires, c'est aussi de pouvoir échanger sur nos représentations et sur nos expériences, parce que ce qui fait féminin pour soi, c'est pas forcément ce qui fait féminin pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, on l'a déjà évoqué dans les webinaires précédents, Bruno l'évoquait dans le chat, là, on a un certain nombre d'éléments, de gens qui ont écrit déjà dessus, Jung et les archétypes, Animus Anima, on l'a déjà dit, Yin et Yang, on peut se référer à tout ça, bien entendu. Mais au-delà de ces mots qui sont des instruments pour notre mental, au-delà du mental, il y a notre conscience, on est conscience. Et donc, du coup, le chemin qui est proposé, c'est ça, c'est de développer la conscience de soi, de ce qui fait féminin et masculin en soi, et comment ça interagit à l'intérieur de soi, et du coup, à l'extérieur de soi dans la relation avec les autres. Voilà. Donc, je vous rappelle que ce groupe d'expérimentation est encore ouvert. Jusqu'à mi-mai, vous pouvez poser votre candidature. Vous êtes bienvenus. Il sera composé donc de cette femme et de cet homme. Voilà. C'est la fin de ce webinaire, le dernier webinaire de la saison, on va dire. Peut-être qu'au-delà de septembre, il y en aura d'autres sur le sujet. En tout cas, vous avez aussi dans la plateforme LinkedIn un groupe que j'ai créé avec l'aide de Sandrine sur l'alliance féminin et masculin, et vous êtes les bienvenus, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre aussi dans ce que Sandrine a recommandé qu'on appelle un club, c'est donc le club Alliance féminin masculin. Voilà. Merci encore, merci à tous. Bonne journée ensoleillée. Fabrice, merci Un à plaisir tous. de vous voir et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Au revoir.